Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir si nombreux pour ce désormais traditionnel rendez-vous de la rentrée littéraire. C'est un moment qu'on aime beaucoup à la librairie. C'est un moment où on peut vous parler de toutes les lectures qu'on a faites pendant l'été. Et c'est vraiment un rendez-vous qui nous tient à cœur. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Laure, Rosanne et Julien qui vont vous présenter beaucoup de livres ce soir. Et je pense que vous repartirez avec beaucoup d'envie de lecture. Et je passe la parole à Rosanne qui va commencer. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être venus si nombreux. Alors je vais commencer cette présentation de la rentrée littéraire par un livre de Perrine Tripier qui avait écrit Les guerres précieuses. Et je pense que plusieurs d'entre vous ont dû la lire déjà. C'est une jeune auteure de moins de 30 ans qui est professeure à Rennes. Et elle avait écrit Les guerres précieuses, un magnifique roman mélancolique sur l'histoire d'une femme qui a vécu toute sa vie dans la même maison et qui nous racontait ses sentiments et ses impressions et ses souvenirs selon les saisons. Alors là, elle revient avec un roman complètement différent. Et moi, j'avais tellement aimé le premier que j'avais un peu peur d'être déçue. Et là, pas du tout. Ça n'a rien à voir, mais c'est très bien d'une façon totalement différente. On est dans un empire fictif, plein de fastes, avec un empereur qui va appeler la jeune Martabé et lui demander de suivre la mise au jour d'un chantier archéologique. On vient de découvrir un chantier d'une civilisation passée. Martabé va accepter. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. C'est l'empereur qui lui demande. Mais cette jeune historienne va se passionner pour ce nouveau chantier archéologique. C'est la civilisation morgonde, une civilisation ancienne qui peuple les fables racontées aux enfants. Et cette jeune Martabé est chargée d'écrire les bulletins archéologiques. Donc elle suit ce chantier, on est avec elle dans la découverte de tous les vestiges, toujours plus impressionnant. On est vraiment pris, y a un peu d'humour aussi, beaucoup de poésie, comme dans son précédent roman, et une fin très surprenante, dont on ne s'attend pas et qui ne vous laissera pas de marbre. Bonsoir à tous. Moi, je vais commencer par le premier livre que j'ai lu de la rentrée littéraire, puisque comme on a peut-être déjà dit lors des précédentes rencontres, on a la chance d'avoir les livres, et heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas présenter autant de livres à date, de recevoir les premiers services de presse dès le mois de juin. Donc voilà, alors c'est toujours la difficulté de savoir à quand on commence la rentrée littéraire, puisque la rentrée de janvier s'étale jusqu'en juin. On a encore des livres qu'on a envie de lire. Donc voilà, moi le premier que j'ai lu, c'était début juin. Voilà, avant je m'interdisais de commencer pour encore soutenir d'autres livres. Et d'ailleurs, je me permettrai de faire un petit écart tout à l'heure d'un gros coup de cœur de début d'année et qu'il faut absolument que vous lisiez si vous ne l'avez pas lu. Donc voilà, moi j'ai commencé par une autrice que j'aime particulièrement. Je l'avais notamment découvert avec l'Alphabet du silence aux éditions L'Iconoclaste. C'est Delphine Minouy avec Badjens. Donc dans l'Alphabet du silence, elle s'intéressait à la Turquie sous de l'ère Erdogan. Et là, elle s'est rapprochée d'un pays qu'elle avait déjà traité dans ses autres récits, pas ses romans, mais ses autres récits, l'Iran. On est à Shiraz et on va suivre l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille qui a 16 ans, qui va brûler son foulard. Ce geste va être pour elle un geste militant, un geste qui va avoir des répercussions sur sa jeune existence. Et en fait, Delphine Minouy va nous dérouler l'histoire de sa jeune vie. Elle a beau avoir que 16 ans en Iran, c'est beaucoup. Elle est née femme, elle est née fille. Son père a mis plusieurs jours avant de lui donner un prénom. Il ne voulait absolument pas de fille. Donc dès lors qu'on n'est pas nommé, on n'existe pas en soi. Donc déjà, ça commence dans sa vie. Et elle nous raconte la difficulté d'être une femme là-bas. Et en même temps, moi, ce que j'ai adoré, c'est la relation qu'elle a avec sa mère. Sa mère, on est quand même dans les années 2020, entre 2010 et 2020, elle va lui donner un portable, elle va lui donner accès justement à ce que les jeunes
d'aujourd'hui peuvent avoir, mais toujours en cachette, toujours dans l'illégalité, toujours dans le secret du père. Et voilà. Et cette relation avec la mère est juste magnifique. Elle veut offrir à sa fille ce qu'elle n'a jamais pu avoir. Et en même temps, cette jeune fille, elle veut faire évoluer les mentalités. Elle veut se dire qu'en 2024, en Iran, non, les femmes doivent avoir le choix, doivent pouvoir enlever leur voile. Et donc ça fait écho à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Donc c'est un livre nécessaire, un livre magnifique qu'on peut lire à tout âge, à toute génération confondue. Moi, j'en parle justement aux jeunes générations, aux jeunes adultes, 15-16 ans. Je trouve que c'est un livre qui pourrait être étudié en classe. Il y a une scène particulièrement qui vous prend là, mais en même temps c'est la réalité des choses. Donc voilà. Donc c'est comme à son habitude, elle mélange l'aspect sociologique avec une plume très alerte, une oralité, une efficacité dans les mots, qui en fait un livre très court. Il se lit assez, mais on le retient longtemps après, quoi. On n'en sort pas indemne. Bonjour, oui, c'est bon. Et ben moi, je vais vous présenter Au ventre des femmes, publié aux éditions Rue de l'Échiquier de Ouria. Alors, la thématique est un peu commune à celle de Delphine Minuit, que Julien vient de vous présenter. À savoir que vous allez suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Shahrazad et qui a grandi dans un pays fictif, mais qui se passe dans la péninsule arabique. Donc ça pourrait être autant en Iran qu'en Arabie Saoudite, en Afghanistan ou dans tous ces pays à la fois. Et là où Delphine Minuit a une plume, on va dire, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus accessible, et l'histoire, elle ruisselle de A à Z. Vous suivez l'itinéraire de cette jeune femme qui va vous raconter un peu son destin. Avec Ouria, le roman va être quand même beaucoup plus on va dire, beaucoup plus touffu. En fait, c'est l'histoire de cette jeune femme qui est née d'un père boucher patriarcal, violent, intégriste religieux, et d'une femme qui, elle, est totalement soumise. Elle est la dernière de 8 sœurs et malheureusement, elle n'est fille. Et non garçon, et en plus elle est la toute dernière. Donc du coup, elle va être confrontée à cette image que c'est que d'être une fille dans ces pays-là. Elle le dit elle-même, ce sont des corps inachevés, c'est le sexe de la honte, et elle va beaucoup insister sur ces définitions-là. Et vous allez la suivre sur un roman quand même assez conséquent, où elle va nous raconter la pénibilité de sa condition, et en même temps c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, et donc elle va être beaucoup confrontée à son père et à la mère de son père, sa grand-mère qui elle-même est dans le système, et donc voilà, vous allez avoir plein de dialogues comme ça, de confrontations assez fortes, assez bouleversantes, assez révoltantes. Parfois le langage est très cru, elle ne vous ménage pas. C'est un livre qui ne vous ménage pas émotionnellement. Parallèlement, et heureusement, du coup, ça donne un peu de souffle à la lecture. Elle vous raconte aussi, avec des envolées poétiques, son amour pour sa mère, par exemple, avec qui aussi elle échange beaucoup. Et elle demande toujours pourquoi la religion est aux mains d'un système patriarcal, et pourquoi ils se servent de la religion pour installer un système patriarcal. Et aussi, il y a des très beaux passages sur la découverte de son désir et de l'amour, parce que voilà, Shahrazad est une femme qui aime les femmes, donc ce qui complique aussi les choses, puisque l'homosexualité est condamnée dans ces pays-là. Et pareil, avec beaucoup de tendresse et même de passion, elle va vous raconter ses désirs qu'elle découvre. C'est vraiment l'histoire d'une émancipation féminine, sans vous dire la fin, on s'en rend compte dès le début, elle s'en sortira, et on le sait assez vite, mais pour ça, elle ne s'en sortira qu'en fuyant son pays, parce que justement, ce qui est bien dans ces dialogues avec son père, sa grand-mère et d'autres personnages elle va rencontrer, ce ne sont que des murs.
personne ne l'écoute et personne ne veut l'entendre. Et donc, du coup, voilà, elle va faire cette trajectoire et la seule ouverture qu'elle a, c'est de quitter la péninsule arabique. Donc voilà, le chemin est encore long pour toutes ces femmes et elle nous le décrit de manière voilà, très révoltante, c'est le mot. Mais du coup, le livre est inoubliable. Voilà, il vous percute. Je vais vous parler d'un autre livre qui résonne avec la lecture de Laure, parce que c'est aussi un récit d'émancipation, d'une vie de femme complètement différente, mais toujours cette émancipation en arrière-fond. C'est le roman de Safia Sinclair, Dire Babylone, aux éditions Buchet-Chastel. Je crois que c'est un premier roman, c'est une autrice de poésie. Et dans Dire Babylone, Safia va nous raconter sa vie. Cette jeune femme est née en Jamaïque. Elle a été élevée par une mère et un père qui suivaient les préceptes Rastafari. Dès sa plus tendre enfance, son père lui a enseigné les méfaits de Babylone et il détestait aussi bien la reine d'Angleterre que d'autres périls de Babylone, selon lui. Et cette jeune femme, donc, elle va être élevée de cette manière. Sa mère était l'a vraiment élevée dans une grande curiosité intellectuelle, parce que c'était une femme qui adore la littérature et qui lui a enseigné cette passion. C'était une enfance sans télévision, beaucoup de temps à l'extérieur, un éveil à la nature, donc aussi des belles choses qu'elle nous raconte. Et d'un autre côté, un père qui s'est révélé de plus en plus oppressant, qui s'est radicalisé dans sa pratique des préceptes Rastafari et qui s'est rapproché de certains courants d'islam radical et qui est devenu violent avec ses enfants. Elle va aussi nous raconter son éducation. Elle va être scolarisée dans une école avec beaucoup d'occidentaux, d'Australiens, d'Américains. Et elle va subir les brimades du fait de ses rastas, par exemple, de ses dreads. Et se sentir un peu exclue, mais petit à petit, elle, par sa découverte de la littérature et de la poésie, elle va s'ouvrir à d'autres choses, elle va décider d'aller faire des études à l'étranger, et c'est ça qui va la faire sortir de cette sphère familiale. Elle nous raconte tout ça en décrivant aussi bien les moments de joie, parce qu'il y a eu des moments de joie que les moments violents de son père. Et elle nous raconte tout ça dans une écriture extrêmement poétique que je vous invite vraiment à découvrir. C'est une très très belle lecture. Continuons parmi, donc on l'a pas rappelé, mais cette année il y a 459 nouveaux romans, ce qui est très peu, ce qui n'a jamais été aussi peu depuis des années, parce qu'on a pu connaître des rentrées à plus de 730 nouveaux livres répartis sur 2 mois et demi. Donc on sent, les éditeurs écoutent un peu les libraires en essayant de ramasser aussi, parce que même en tant que lecteur, moi je me mets à la place des fois des lecteurs, j'arrive dans cette cathédrale des livres qu'est Dialogue, c'est un peu étourdissant. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir, à échanger avec nous, à nous demander. Donc voilà, parmi les auteurs aussi, on nous demande, des auteurs qui ont pu avoir un succès, on nous demande, voilà, est-ce que le nouveau roman est à la hauteur de ses précédents ? Et là, pour le prochain, Sandrine Colette, avec Madeleine Avant Love, moi personnellement, je dis oui. Donc on avait beaucoup aimé en littérature, en tout cas Laure, Rosanne, je ne me rappelle plus si tu l'avais lu, On était des loups. Elle revient avec Madeleine Avant l'aube. Sandrine Colette a le talent, dès le roman, il n'y a pas forcément de repères spatio-temporels, vous ne savez pas véritablement à quelle époque on est. Au fur et à mesure, on voit dessiner, et puis c'est l'histoire de Madeleine, une jeune fille révoltée aussi, une jeune fille qui va arriver dans le village qui s'appelle Les Montées, un petit village pauvre, où on sent que tout le monde travaille pour le Seigneur. Donc déjà d'emblée, vous savez un peu à quelle période vous êtes. Et elle va, à un moment donné du roman,
vouloir donner au mot liberté un sens, et elle va commettre un geste, elle va tout bouleverser dans ce petit village. Et c'est un personnage charismatique, un personnage très très fort, qu'on n'oublie pas, qui est l'incarnation, je pense, de plein de personnages aussi de la mythologie. On pense à Antigone, on pense, voilà. Je pense que Sandrine Colette s'est inspirée aussi de ces tragédies antiques. Et tout ça dans une nature, dans une ruralité, dans un terroir qui est décrit avec magnificence. Pareil, une limpidité, je trouve, dans l'écriture. Par contre, une noirceur. Je suis sorti du livre, c'était l'été. Bon, j'ai eu la chance de partir un peu et je suis allé dans les montagnes, il faisait beau. Mais heureusement, parce qu'effectivement, la noirceur de Sandrine Colette, elle vient quand même du polar. Ça fait quelques romans qu'elle est en blanche, on appelle ça en blanche. Mais elle garde ce côté très noir. Qui fait sa force aussi, mais effectivement, waouh, quand vous sortez du livre, ouais, vous êtes interpellé. Donc voilà, elle a réussi à nouveau à changer d'univers aussi, voilà, même si on retrouve des thèmes communs, mais à réussir ce qui n'est pas évident, à continuer un peu son périple littéraire qualitatif. On va partir sur une autre auteure confirmée qui a aussi un univers assez sombre, comme ça on reste dans une thématique à nouveau commune. Rebecca Ligueri, Le Club des enfants perdus. Je ne sais pas si parmi vous certains la connaissent. Sous ce nom-là, elle a été surtout très connue avec Les Garçons de l'été, qui était un roman bien sombre. Et celui-ci, il n'est pas évident à raconter, l'air de rien. Néanmoins, voilà, vous allez suivre. C'est un roman à deux voix. Il va y avoir la voix de Armand et la voix de Miranda. Armand, c'est un célèbre acteur de théâtre français, charismatique, flamboyant, lumineux, bon vivant, qui est marié à Birk, qui est elle-même une comédienne de théâtre reconnue, aussi excentrique et flamboyante que lui. Et tous les deux ont une fille, Miranda, qui sera du coup la deuxième voix du roman, qui, elle, à l'inverse, est un personnage plutôt terne, timide, introverti. Et ce caractère-là va beaucoup intriguer son père, qui va occuper toute la première partie du roman et qui, parallèlement à la vie qui est la sienne, qu'il nous raconte, il nous raconte aussi qui est Miranda de ses propres yeux à lui. Il sent bien que Miranda, elle est un peu étrange. Et c'est là où toute la particularité de ce roman, qu'elle a presque un savoir un peu occulte. Et elle fait des choses un peu bizarres, que voilà, son père découvre au fur et à mesure, mais il oublie tout de suite ses étrangetés, il les met de côté. Et voilà, donc du coup, il va questionner cette fille qu'il aime profondément, mais qu'il ne comprend pas. Et justement, il y a tout ce suspense autour de Miranda. Qui est-elle, jusqu'à ce qu'elle-même prenne la parole dans toute la deuxième partie du roman. Et là, justement, on va rentrer dans un univers assez déstabilisant, assez incroyable, que je vous laisse découvrir. Et c'est là toute l'efficacité de ce roman, le processus narratif est génial. De passer d'un homme qui a sa propre vision à une fille qui nous raconte qui elle est vraiment. Voilà, c'est assez prenant, assez haletant. Et justement, cette Miranda, sans vous en dire trop, parce que c'est un peu là tout le nœud du suspense, c'est qu'elle appartient au club des enfants perdus. Et en fait, sans en dire vraiment, ce sont des enfants qui sont dans un excès d'empathie. Ils sont hyper sensibles, ils sont hyper connectés au vivant, ce qui va les fragiliser profondément. Et c'est vrai que Miranda, au regard de son père, elle fait une énorme dépression qu'on comprendra aussi à la suite, quand ça sera elle qui parlera. Voilà, c'est Rebecca Ligueri, à nouveau qui s'intéresse au système familial.
Cette fois-ci, il n'est pas monstrueux comme comme les garçons de l'été, ou vraiment défaillant. C'est un système familial certes névrotique, mais quand même aimant, ou à défaut respectueux. Il est vrai que Armand aime profondément sa fille. Birk, elle n'a pas l'instinct maternel, mais voilà, elle est dans une démarche respectueuse. Ça aussi, c'est un fait intéressant. Il y a que Birk, elle ne fait pas partie de ces personnages narrateurs. Il n'y a que le père et la fille, ce qui donne aussi une tension un peu plus resserrée, plus énigmatique au roman, et qui va justement nous permettre aussi de mieux décrypter ou de mieux analyser ce trio familial assez détonnant. Et que j'espère vous apprécierez autant que je l'ai appréciée. En tout cas, elle est très forte, je trouve, pour décrire l'étrangeté humaine qui peut nous habiter. Enfin, voilà, c'est un peu sa marque de fabrique, l'étrangeté humaine. Voilà. Je vais aussi vous parler d'un auteur confirmé, Miguel Bonnefoy. Je voulais juste dire, pour Saphira Sinclair, j'ai dit une petite bêtise. Elle est en étude avec des jeunes femmes américaines, des jeunes filles américaines et pas australiennes, mais j'ai un peu confondu parce que je suis dans la lecture d'Alice Zeniter qui se passe en Nouvelle-Calédonie, dont Laure va nous parler après. Mais voilà. Et alors, Miguel Bonnefoy, il revient avec un roman vraiment où on ressent sa patte, qui est dans le même genre que Sucre Noir et Héritage. Alors son précédent roman, personnellement, j'avais moins accroché. C'était l'inventeur sur l'histoire d'un inventeur français du 19e siècle. Il a essayé autre chose. Moi, personnellement, ça m'a moins plu. Et là, pour le coup, on le retrouve vraiment dans son style originel, le réalisme magique sud-américain. C'est foisonnant, on voyage, on est bien avec lui. Il nous balade dans une histoire familiale au Venezuela. Donc l'histoire de la famille et du Venezuela en arrière-plan. Ça commence à Maracaibo, qui est la capitale de l'État de Zulia, au Venezuela. Alors, il y a un enfant qui est abandonné sur les marches d'une église, et une femme, Teresa, mendiante, sourde et muette, va recueillir cet enfant. Alors, à l'origine, c'était juste un moyen d'amadouer les passants et d'avoir plus d'argent. Et en fait, il se trouve qu'elle va s'attacher à ce bébé. Ce bébé, Antonio, va grandir et il va avoir un destin singulier puisqu'il va devenir un des plus grands chirurgiens du Venezuela. Mais d'abord, il va avoir tout un tas de destins, comme souvent les personnages de Miguel Bonnefoy. Il va vendre des cigarettes, il va devenir barman, homme à tout faire, puis se lancer dans des études de chirurgie. Il va rencontrer une femme, Anna Maria, qui elle aussi se destine à être chirurgienne. Ils vont avoir un enfant et Miguel Bonnefoy nous trace l'histoire de leurs enfants, des enfants après, avec des digressions très intéressantes et très drôles, comme par exemple cette histoire d'un gorfou qui est retrouvé sur les côtes du Venezuela, ce qui n'était jamais arrivé avant et qu'on va essayer de maintenir vivant en le mettant dans un congélateur. Donc, il nous raconte ça de manière très flamboyante, foisonnante. Donc, vraiment un roman dans la lignée de ces premiers que je vous conseille vivement. On va partir en voyage et là, je vais parler de 2 livres puisqu'il y a une similitude, même s'ils n'ont rien à voir en tant que tels. Une petite locale bretonne, Gwenaëlle Daujon. Le Jardin de Georges aux éditions Intervalle, une petite maison d'édition qui fait des textes peut-être un peu de niche des fois, mais là, elle avait déjà écrit Là-bas, un autre récit précédemment. En fait, le Jardin de Georges, c'est un jardin qui est proche de chez nous. À votre avis, est-ce que vous avez une petite idée? Ouais. Le Jardin Georges de la Selle.
En fait, Gwenaëlle Daujon, elle a vécu sur l'île de Bas pendant plusieurs années. Et par souci technique, par rapport à des enfants, elle est revenue habiter sur Brest. Mais elle a voulu rendre hommage à cet homme. Cet homme qui est juste incroyable. Il est né dans une famille bourgeoise parisienne, une famille de commerçants. Il a fait pas mal de métiers. Il a été blessé à la guerre. Et il a été travailler dans les assurances pendant des années. Et un jour, avec l'un de ses amis qui partait en Bretagne, il fait partie du voyage et débarque à Roscoff, prend le bateau et découvre l'île sans arbres, l'île de Bas. Il est amoureux, ce que je peux comprendre, et à l'est de l'île, il y a un terrain et il se dit mais c'est là, je veux faire un jardin. On le prend pour un fou. Il n'y a jamais eu d'arbres. Enfin voilà, c'est une île qui est battue par les vents, mais en même temps une île où il y a le Gulf Stream. Voilà, et il se dit qu'il peut faire quelque chose. C'est l'époque aussi des Vilmorin, de la famille Vilmorin, qui vont lui donner des graines, qui vont lui donner des plantes. Donc elle décrit ça. En fait, elle s'est intéressée. C'est une sorte de biographie romanesque. Et ça raconte justement tout ce qu'il a mis, parce qu'il a fait pratiquement seul ce jardin. Il continue à travailler. Il est tombé malade aussi à un moment donné, et je pense que on disait qu'il allait mourir assez jeune, mais je pense que le jardin et le climat de l'île a fait qu'il est mort assez vieux. Et donc il va accomplir son rêve et créer ce jardin monumental. Je ne sais pas si un jour vous êtes allé le voir, même si malheureusement il a été sérieusement abîmé par la tempête Ciarán. Mais il fait partie du patrimoine français. Hein. Aujourd'hui, c'est le Conservatoire littoral qui le gère. Mais en même temps, avant qu'il renaisse fin du XXe siècle, et durant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu après un camp de vacances. Il y a eu notamment piétiné, les plantes, voilà. Et il a pu renaître dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, par des jeunes, une association qui a voulu redonner vie, et en respectant les dessins, les plans de Georges de Lasselle, qui était complètement néophyte. Hein. Il a fait son jardin un peu comme un amoureux. Et voilà, moi, c'est personnellement un rêve que j'ai, et je pense que je me suis vraiment identifié à lui, et je trouve que ça donne qu'une envie, c'est de prendre le bateau pour l'île de Bas et d'aller regarder ce jardin, et surtout de continuer à pouvoir le protéger et faire qu'il retrouve ses lettres de noblesse, j'espère dans quelques années, puisque là, il a vraiment souffert, notamment cette barrière qu'il avait plantée de pins qui protégeait toutes ces espèces incroyables qu'il a pu mettre, ces espèces tropicales qui sont aujourd'hui un peu plus menacées. Et pour continuer dans le côté îlien, j'avais envie d'enchérir sur le Antoine Choplin, La barque de Massao, aux éditions Bucher-Chastel. Je vous avais présenté l'année dernière Partie italienne. Antoine Choplin, c'est un auteur que je suis depuis très longtemps. Il a été édité notamment à la Fosse aux Ours, une petite maison d'édition magnifique, notamment la maison d'édition de Mario Rigoni Stern, un auteur italien, un des plus grands auteurs italiens du XXe siècle. Et là, il est passé chez Bucher-Chastel, donc ça lui permet d'avoir une visibilité autre. Et déjà, dans Partie italienne, il avait obtenu des prix. Et la barque de Massao, il nous transporte au Japon, sur une île aussi. L'histoire du narrateur qui travaille dans une usine. On sent qu'il a un peu abandonné sa vie. On découvre très vite que sa fille, avec qui il n'avait plus de relations, refait surface dans sa vie. Sa fille est architecte, et on sent qu'elle a besoin de réponses à des silences, elle a besoin de réponses à des questions auxquelles elle n'a jamais eu de réponse, notamment par rapport à sa mère. Et donc, ce père renoue avec sa fille. Il n'y a pas de rancœur, il y a juste eu du temps qui est passé, il y a juste de l'absence et des kilomètres qui ont fait qu'ils ne se sont pas vus. Et ils vont retrouver une relation différente. Le rapport aussi va changer entre la fille et le père. La fille va peut-être prendre plus de poids et l'aider. Et pourquoi la barque de Massao ? Parce que ce père avait créé, il n'était pas ébéniste, mais il travaillait le bois comme nul autre pareil.
Et en fait, la barque, c'est un peu le passage d'une rive à l'autre, le passage aussi de l'enfance à l'âge adulte. Il y a vraiment plein de symboles, comme Antoine Choplin sait le faire avec beaucoup de poésie. Le fait qu'il le passe aussi au Japon, il y a toute cette culture, cette ambiance, cette poésie qu'on retrouve. Et c'est un livre, il ne se passe pas grand-chose, hein, comme souvent chez Antoine Choplin, mais ça fait du bien. Moi, j'aime bien me faire des pauses justement avec soit la littérature japonaise ou alors les auteurs qui écrivent sur le Japon, comme Jeanne Benhammer l'avait fait aussi avec La Patience des Traces. Vous voyez, on est un peu dans ce registre-là, des livres, voilà, des petites parenthèses voilà, sur la filiation et la beauté de l'échange. Je vais vous présenter Christian Astolfi aux éditions Le Bruit du Monde. C'est un auteur que j'aime beaucoup et qui avait été un peu remarqué il y a 2 ou 3 ans avec Notre Monde emporté. Je ne sais pas si ce texte vous parle. Il avait eu un prix, je ne sais plus lequel. En tout cas, il décrivait avec beaucoup de finesse la condition des ouvriers qui travaillaient sur des chantiers navals et qui ont été contaminés par l'amiante. Voilà, donc il a souvent une écriture assez sociale. Et très douce aussi. Et là, ici, il revient pour nous décrire 2 femmes, Rose et Farida, dans les années 1950. On va d'abord suivre Rose, qui est une femme née en Corse. Elle s'y est mariée très jeune, elle a eu 2 enfants très jeunes, avec un mari gentil, mais... voilà, un homme simple, sans heurts, sans éclat, qui fuit les conflits, assez taiseux. Et néanmoins, pour fuir une forme de misère, il décide de s'installer en France, à Toulon. Et là, justement, Rose va commencer sa vie de femme au foyer. Ils ont une 3e petite fille, mais les enfants grandissent, partent du foyer et voilà, elle mène une vie un peu sans éclat jusqu'à ce qu'elle rencontre Farida. Elle-même est une femme exilée, elle est issue d'Algérie et elle vit dans un bidonville à côté pas loin du quartier où vit Rose. Voilà, entre ces 2 femmes va naître une amitié très forte, un lien très précieux qui va se faire naturellement. Ni leurs différences culturelles, ni leurs différences sociales ne vont empêcher leur amitié. Au contraire, elles vont se faire avec une force tranquille qui est émouvante. Et on va les écouter ou les lire dans leurs échanges, échanger, rire, parler aussi de leurs conditions de femmes. Et ensemble, elles vont s'émanciper, notamment en apprenant ensemble à lire et à écrire. Parce que voilà, on est dans les années 50 et le fait de ne pas lire et écrire n'est pas quelque chose d'étonnant. Et elles vont ensemble, voilà, avec un professeur de français et plein d'autres camarades de classe, elles vont apprendre à lire et à écrire. Ça va les ouvrir sur un autre monde, en particulier Rose. Elle va découvrir un autre monde avec les mots et les mots vont eux-mêmes l'amener vers le chemin de l'engagement. Et vous allez voilà, suivre tout le parcours de cette femme, Rose, aux côtés de Farida. C'est très doux, c'est très beau. Il a une plume très délicate. C'est vraiment un auteur à découvrir. Et en tout cas, je l'aime beaucoup. Et il a un regard aussi sur nos conditions humaines qui sont très bienveillantes. Et là où il s'intéressait aux conditions masculines dans Notre Monde emporté, avec celui-ci, il s'intéresse aux conditions féminines dans une France des années 50, aussi traversée par la guerre d'Algérie, qui a été une France qui a aussi vécu la Seconde Guerre mondiale et qui est en reconstruction. Voilà, c'est vraiment très très beau. Je vous invite à découvrir Astolfi. Moi, je vais vous parler d'un roman américain, Nathan Hill Bien-être, dont on entend déjà beaucoup parler. Alors c'est un roman passionnant qui démarre dans les années 90 dans un Chicago un peu rock underground. On a le personnage d'Elizabeth et de Jack qui ne se connaissent pas.
Donc Elisabeth et Jack, en fait, ils vivent dans 2 immeubles qui se font face et chacun s'observe sans que l'autre ne se sache observer. Et un jour, ils vont oser s'aborder. Donc tous les deux sont en début d'études. Elisabeth est en études comportementales, de sociologie. Elle fait plusieurs masters, plusieurs licences en même temps. Et Jack, lui, étudie l'art et est passionné de photographie. Donc ils vont devenir amis, puis sortir ensemble. Et on les retrouve en 2014, 15 ans plus tard. Ils ont un enfant qui va avoir 10 ans, qui est très difficile. Leur couple ne va pas si bien que ça. Ils s'apprêtent à investir dans un appartement, l'appartement de leur vie. Sauf que Chicago a complètement changé. C'est plus le Chicago rock des années 90, c'est un Chicago de 2014, bobo, un peu hipster, où tout le monde est obsédé par le bien-être, d'où le titre, et le développement personnel. Et dans cette réalité-là, ils ont des tensions de couple. Et Elisabeth, qui est passionnée par la psychologie comportementale, ne peut pas s'empêcher de parler de ses problèmes d'éducation, ses problèmes de couple avec ce prisme-là, ce qui est passionnant et en même temps très drôle parce qu'il y a beaucoup de remise en question et de second degré. Et donc, dans ce roman, Nathan Hill, il passe de cette vie en 2014 au passé de leur rencontre. Ils retournent à leur enfance chacun et on s'attache à ces personnages. C'est drôle, c'est intéressant et en même temps ça peut parler, je pense, à beaucoup d'entre nous. C'est un roman qui résonne avec nos quotidiens. On file pas mal, donc pareil, je vais faire un rapprochement entre 2 livres qui ont une chose en commun. C'est la valorisation de la femme notamment et de 2 femmes artistes. Et je commence avec un premier roman qui est sorti aujourd'hui, non, qui sort demain. Donc vous voyez, vous l'avez en avant-première, de Ingrid Klovaski, La poète aux mains noires, aux éditions L'Arpenteur. J'ai découvert en fait une femme, ça met en scène Marie-Jeanne Talbot, qui est une des rares femmes céramistes au XIXe siècle. Elle grandit dans l'atelier de son père, qui est un céramiste connu, mais c'est une femme. Une fille, elle n'a absolument pas droit de rentrer dans l'atelier, mais dès lors qu'elle touche la terre, c'est une révélation. Comme si elle avait ça dans la peau. Je ne sais pas si vous avez déjà un jour fait de la poterie, mais c'est vrai que la terre est vivante. La terre peut communiquer. Voilà, j'ai la chance aussi de travailler avec une potière dans mon autre métier. Et elle me raconte souvent le rapport qu'elle a avec la terre. Et ça a complètement fait écho à ce livre-là, puisqu'elle décrit justement cette relation à la céramique, à l'art, à la création. Et elle va insister pour que son père la prenne sous son aile. Au début, il ne refuse, et puis il voit le talent de Marie-Jeanne. Il y a Marie et Jeanne, en fait. C'est rigolo parce que les 2 prénoms sont 2 personnalités différentes. Une un peu plus effacée et l'autre va devenir la femme qui va essayer de percer dans ce milieu d'hommes et surtout dans ce contexte où il faut qu'on lui trouve un mari. Alors elle trouve un mari, mais on sent qu'elle ne l'a jamais véritablement aimé. Elle a un jour aimé, mais une femme. Et on est au 19e siècle, hein, c'est compliqué. Elle garde cet amour. Il y a une description d'une scène d'amour avec elle qui est juste sublime. Et on va suivre vraiment l'histoire de cette grande femme. Je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle a pu faire, puisque moi je m'y suis intéressé. J'avais peut-être déjà entendu parler, étant au rayon art, de monographie, mais il en existe très très peu. Et donc voilà, elle réhabilite vraiment un peu comme une Viviane Meyer en photo ou une Berthe Morisot dont je vais parler après. Vraiment le rôle de la femme dans l'art. Et donc voilà, j'avais hâte de pouvoir en parler puisque je trouve que sa plume m'a convaincu et je vous invite vraiment à découvrir cette autrice.
Et alors, il n'est pas dans le flyer, mais je voulais faire le rapprochement et je vais en parler vite. Cette collection des ateliers Henri Dougier, c'est le roman d'un chef-d'œuvre. Ils sont arrivés à peu près à une vingtaine de titres. Il y a eu sur Georgia O'Keeffe, sur Hooper, sur Van Gogh, enfin tous les grands noms de l'art. Et donc, l'idée, c'est de s'intéresser à un tableau. Donc là, c'est le berceau de Berthe Morisot. Berthe Morisot a beaucoup peint la femme, beaucoup peint le féminin. Et donc ça raconte un pan de la vie de Berthe Morisot, mariée à un des frères Manet. Ça raconte l'histoire de l'impressionnisme, comment aussi elle va être introduite dans ce petit cercle au XIXe siècle. Au début, l'impressionnisme, c'était pas le mouvement que l'on connaît aujourd'hui. C'était un mouvement, au début, on se dit, mais c'est quoi ces tableaux, c'est quoi cette peinture, c'est quoi cette représentation de la nature. Elle va être une des rares et des seules femmes de ce mouvement-là. Et ça raconte aussi un peu son intimité, la vie avec les Manet, les rencontres avec tous les grands noms, Degas, Monet, le rapport à sa fille, Julie Manet aussi, qui est assez bouleversant, sa sœur, à Berthe Morisot, qui était aussi une femme peintre, mais qui est restée dans l'ombre, mais qu'on découvre, on voit des tableaux aussi au sein du livre. Donc ça fait la part belle entre le visuel et le romanesque. Et voilà, ça confirme une nouvelle fois que cette collection mérite d'être découverte. Si vous ne la connaissez pas, il y a, au rayon Beaux-Arts, il y a toute une étagère consacrée à tous ces romans. Je vais vous présenter les 2 premiers romans, enfin, parmi d'autres, mais plutôt prometteurs. Et c'est toujours chouette quand même d'accompagner et de défendre les premiers romans. 2 jeunes femmes elles sont nées toutes les 2 en 98, donc voilà, c'est vraiment des très jeunes plumes. Le plus marquant des 2, je dirais que c'est Échappée, de Manon Jonio, publié aux éditions Grasset. Assez pertinent et qui va questionner la sororité et de manière assez intéressante. En fait, on va suivre une communauté de femmes qui vivent toutes ensemble dans une châtaigneraie au fin fond d'une montagne perchée sur une île méditerranéenne qui n'a pas de nom, elle est fictive. Et là, on va suivre justement cette communauté de femmes qui font tout ensemble. Elles élèvent leurs enfants ensemble, elles font la cuisine ensemble, elles dansent ensemble, elles font la fête ensemble. Elles travaillent aussi ensemble parce qu'elles récoltent les châtaignes. Et tout ça sous le regard protecteur de Anna ou Anita, je ne sais plus son nom, pardon, je l'ai lu en tout début d'été. En tout cas, c'est la doyenne des lieux et qui a décidé d'ouvrir sa châtaigneraie il y a plusieurs années de ça à des femmes qui ont subi des violences, souvent au sein de leur foyer, souvent à cause des hommes, leur mari, leur père, et qui a décidé de faire de son domaine un refuge pour toutes ces femmes et leurs enfants. Au début, quand on ouvre le livre, on se dit que c'est un monde un peu bienveillant, heureux, utopique. Et plus on avance, plus on comprend qu'il y a quand même une tension assez palpable et assez nerveuse. En fait, ce sont des femmes meurtries qui sont arrivées avec leur violence et qu'elles ont peut-être fui, mais la violence, elle est toujours en elles. Et donc, il va y avoir des comportements, comme je vous disais, un peu nerveux, un peu tendus, des colères enfuies, des non-dits, tout ça avec beaucoup de refoulement. Néanmoins, ça ne les empêche pas de vivre ensemble, mais il n'y a pas une harmonie clairement définie. Et tout ça, ça nous est raconté à travers le regard de l'enfant, qui est le prénom du roman. Elle n'a pas de prénom en tant que tel, on l'appelle l'enfant. C'est une jeune fille de 14 ans qui a grandi dans cette châtaigneraie, qui n'a connu que cet univers-là, qui aime toutes ces femmes qu'elle voit, mais en grandissant, elle comprend quand même qu'il y a des comportements qui ne sont pas
je dirais pas normaux, mais que voilà, il y a un peu de névrose dans tout ça, et elle va amener à questionner un peu tous ses comportements, et en particulier celui de sa mère, parce qu'elle sait que sa mère détient un secret qui l'a amenée dans cette châtaigneraie, et elle aimerait comprendre, elle aimerait creuser. Le souci, c'est que si elle comprend ce secret, si elle en connaît la nature, et ben, toute la communauté pourrait s'effondrer. Et c'est toute la tension un peu autour de ça. Quel est le secret de cette mère? Est-ce que l'enfant va le découvrir? Et si elle le découvre, est-ce que ça mettra à mal cette communauté de femmes voilà, qui tentent de vivre entre elles, malgré les souffrances qui les habitent, elles veulent vivre entre elles. Voilà. C'est un roman assez étonnant, très original par son sujet. Voilà, l'auteure, elle est née en 98, et c'est vrai qu'elle va questionner un peu la sororité, qui, je pense, on a toute envie qu'elle marche, qu'elle fonctionne, mais voilà, les femmes sont tellement meurtries par beaucoup de violences que c'est pas encore une évidence que de vivre ensemble entre femmes. Et ça, j'ai trouvé que cette question était très pertinente. Elle le raconte avec une langue très belle, vraiment. Elle a beaucoup de talent, alors très imagée, avec plein de métaphores, ce qui fait que la lecture peut ne pas être accessible d'emblée. Il faut un peu, voilà, c'est pas comme Minuit ou Gaël Faye, Julien vous en parlera, où voilà, c'est des plumes où ça compte, ça ruisselle, ça coule tout seul. Là, voilà, il faut un petit peu se confronter à l'image, mais si l'histoire vous plaît, alors ces métaphores vous transporteront, je l'espère en tout cas comme moi elles m'ont transportée. Et voilà, et j'espère vraiment qu'elle aura la lumière qu'elle mérite. Autre second premier roman, pardon, Le bleu n'abîme pas, de Anouk Chavelzon, publié aux éditions du Seuil. Je dirais pas que c'est un énorme coup de cœur, néanmoins c'est une plume très prometteuse, et en particulier par son sujet, qui est quand même assez pertinent et qu'on exploite très peu en littérature autobiographique, on imagine bien. Elle va questionner ce que c'est que d'être métisse, une jeune métisse femme, aujourd'hui dans notre société. Et parce que le roman s'ouvre sur une agression en boîte de nuit, par un homme qui se colle à elle, qui la touche et qui va susurrer dans son oreille de manière assez malsaine, j'aime les métisses, vous me faites kiffer les métisses, et je vous trouve, voilà, je vous dirai pas le mot assez vulgairement, mais voilà. Et donc c'est quand même une agression sexiste et raciste qui va questionner notre héroïne qui a 21 ans, qui vit à Paris dans le 12e arrondissement avec sa mère et sa sœur, et qui du coup va redérouler tout son parcours et d'où elle vient. Parce que aussi, après cette agression sexiste et raciste, il lui demande d'où viens-tu. Et c'est vrai que c'est une question qui, quand elle est mal posée, elle peut être très agressive. Et alors, voilà, elle va tourner autour de ces deux questions, et surtout sur la question d'où viens-tu. C'est un récit fragmentaire. Donc là, ça ne ruisselle pas. Vous passez de son agression à un événement de son enfance, à un souvenir, à une sensation, à un rêve, puis on revient sur sa boîte de nuit. Donc c'est des courts passages très fragmentés. C'est un style aussi, le récit fragmentaire. Pour ceux qui aiment, c'est assez intéressant parce qu'on se rapproche aussi un peu de l'essai et de la poésie. Et voilà, et cette jeune fille nous raconte son parcours de métisse. La question vaut le coup d'être posée, et même s'il y a quelques maladresses, même si ce côté fragmentaire n'est pas aussi percutant qu'on pourrait comme on a pu le lire dans d'autres romans qui vont l'user avec beaucoup de finesse, il n'empêche que voilà, elle a réussi l'exercice et elle mérite d'être visible en cette rentrée littéraire. Alors, je vais vous parler de deux romans de littérature étrangère en même temps. Un premier roman d'un auteur irlandais, Michael Magee, très brut, qui a une écriture qui coule et d'un personnage très attachant. Et le roman de Ala El Aswany, qui là pour le coup est un auteur égyptien largement confirmé et qui
moi, c'était son premier roman et je dois dire que j'ai adoré et j'étais vraiment impressionnée par cette écriture. On est à Alexandrie dans les années 50, dans un restaurant mythique d'Alexandrie, Artinos. Et dans ce restaurant, le soir, se retrouve un groupe d'Alexandrins très divers. Ils forment un groupe qui s'appelle le Caucus, si je ne me trompe pas. Et ils parlent de la vie, ils parlent politique, ils boivent du whisky. Dans ce groupe, il y a un avocat, un peintre un peu bohème, la patronne du restaurant, le barman Carlo, qui est d'origine italienne, et une libraire propriétaire de la librairie Balzac à Alexandrie. Et tout ce petit groupe, tous ses amis refont le monde le soir. Et on sent en fait que le climat politique va évoluer et petit à petit, on sent un étau autour d'eux. Ils vont être de plus en plus surveillés. Et c'est vraiment un roman passionnant qui nous permet de comprendre cette époque et comment un régime autoritaire se met en place et la perte de liberté qu'on peut ressentir. Alors, pour ce qui est du premier roman, on est à Belfast. Sean est un jeune garçon qui vient de finir ses études de littérature à Liverpool. Il revient dans son quartier d'enfance, qui est un quartier catholique pauvre, dans lequel on ressent l'héritage de la guerre entre catholiques et protestants, dans lequel on tait les faits d'armes des parents, des grands-parents. Et dans ce quartier, Sean, il aimerait bien s'en sortir, mais il peine. Il va tout de suite revenir à ses travers, enchaîner les soirées, prendre de la coke. Il va trouver des boulots, mais les seuls boulots qu'il trouve, c'est en boîte de nuit. Et forcément, ça l'entraîne vers plus de bêtises derrière. Et un jour, une de ces soirées va ressurgir. Il se trouve qu'il a cogné un garçon à une soirée qui se moquait de lui parce qu'il venait d'un quartier pauvre et il lui a dit toi, de toute façon, tu connais pas ton père, et ce qui est assez proche de la réalité. En tout cas, il n'a pas de contact avec son père. Et ça l'a rendu fou, il l'a cogné, et cette bagarre va se retourner contre lui parce que il est convoqué. Et donc, on va suivre Sean qui essaye de s'en sortir et on a vraiment envie qu'il s'en sorte. Donc, un très beau premier roman avec une écriture fluide et un personnage très attachant. Vous avez encore un peu d'attention. C'est vrai qu'on a encore quelques... On va faire vite, mais c'est vrai qu'on a une rentrée riche. On est content parce que de présenter autant de beaux livres. Je voulais mettre un peu de légèreté parce qu'on a quand même été un peu dans la gravité, mais ça reflète aussi la société, je pense. Avec le titre de Ian Levinson, les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques. Déjà, ça vous donne un petit peu la thématique. On suit Justin, un avocat commis d'office. On sent qu'il était promis peut-être à faire une grande carrière, vous savez, être un avocat un peu véreux dans des grandes firmes américaines, mais il est devenu avocat commis d'office. On ne sait pas pourquoi, on va le dessiner au fur et à mesure de l'intrigue. Et un jour, il a une demande un peu particulière d'un homme qui, pour $1000 par semaine, lui demande de venir dans son club et de répondre aux questions des stripteaseuses. Il est intrigué, mais $1000, il ne va pas cracher dessus. Surtout quand je ne vous cache pas que les avocats commis d'office, ce n'est pas le même tarif que les avocats des grandes sociétés américaines. Donc il accepte. Et là, c'est le début d'une... Pas le début de la fin, on va dire, mais en tout cas, il se heurte au départ à accepter et à répondre à ses affaires, mais il sent qu'il y a quelque chose qui est un peu opaque. Il doit prêter sa voiture, on la lui rend, il découvre des choses un peu intrigantes. Donc, je pense qu'il voit sans voir, mais il continue à accepter l'argent au fur et à mesure des semaines.
Et là où Ian Livingstone est talentueux, c'est que par le prisme de la littérature, il va décrire tous les affres de la justice américaine, qui est assez complexe. Déjà en France, c'est complexe, mais alors en Amérique, avec les États américains qui sont différents, c'est pas une même juridiction d'un État à l'autre, c'est pas les mêmes lois d'un État à l'autre. Donc voilà, et je trouve qu'il le fait avec brio, avec humour, comme à chaque fois. C'est l'auteur d'Un petit boulot, qui est un livre aussi réjouissant. Le genre de livre qu'on peut passer entre toutes les mains, qui fait du bien aussi, qui a un côté polar. Puisque je vous dis, jusqu'au bout, vous avez envie de savoir comment peut finir cette histoire aussi rocambolesque que celle que je viens de vous raconter. Dans un autre registre, un auteur aussi étranger, c'est vraiment ma petite découverte étrangère de cette rentrée, c'est Marco Lodoli, Si peu, aux éditions POL. POL, 99% de son catalogue est français. Donc c'est pour ça que Laurence, elle m'a dit de s'excuser. Elle l'a mis dans la littérature française, mais non, c'est un auteur italien. Un grand auteur italien, pas forcément très connu en France. Si peu, en fait, c'est l'histoire d'un amour, d'une femme qui va aimer pendant 40 ans, en gros en tout cas un homme, et sans jamais rien entendre en retour, sans jamais que cet homme pose le regard sur elle. Il travaille dans un même établissement scolaire. Elle le voit. Quand elle le voit, c'est comme une évidence. C'est vraiment le coup de foudre, au sens noble du terme. Elle va être passionnée par tout, lorsqu'il parle, lorsqu'il se déplace. C'est un homme, moi je ne l'ai pas forcément aimé, dans le sens où on a le sentiment qu'il se la pète un peu. Il est professeur, mais il aurait aimé percer par le biais de ses écrits et de la littérature. Mais elle le voit avec un regard tellement beau, tellement incroyable. Et donc, ce roman, c'est assez étrange, et en même temps, j'avais rarement lu pareil. Comment on peut aimer sans jamais rien attendre en retour? Parce qu'effectivement, aimer, c'est l'échange, c'est le toucher, c'est l'envie. En tout cas, c'est ce qu'on se donne de l'amour. C'est que dans les yeux de l'autre, on est vu d'une belle façon, même si elle évolue au fur et à mesure de la relation. Mais elle, non, il y a qu'elle qui voit ça. Et on se demande comment cette histoire peut finir. À un moment donné, est-ce qu'elle va aller oser lui parler? Parce qu'en fait, elle va nous raconter l'histoire d'amour de cet homme. Il va avoir un enfant, il va avoir une femme. Elle l'aime quand même, et elle ne lui en veut pas. Et voilà. Et je vous dis pas la fin qui est juste magnifique. C'est un texte pareil, aussi court, mais qui est mélodieux et voilà, à lire en cette rentrée. Et je vais finir avec un autre roman très réjouissant, Clémentine Mélois, Alors c'est bien. Je me dis comment parler de ce livre? Parce que les gens vont me dire « Ah ben non, je ne vais pas le vouloir parce que ça parle de la mort, ça parle de la perte d'un père. » Mais je pense que c'est un livre qu'on peut mettre dans les mains d'un homme ou d'une femme qui a perdu quelqu'un qui lui était cher. C'est toujours des moments complexes, on ne sait pas trop quoi faire. Mais moi, je pense que j'oserais offrir ce livre parce qu'il est drôle. En fait, la mort, on sait qu'elle fait partie de la vie. On sait que tout le monde... on aimerait le plus tard possible par rapport à ses proches. Et Clémentine Mélois raconte la mort de son père. Son père l'a préparé. C'est un artiste plasticien très connu dans le milieu. Un homme étonnant, un peu saltimbanque, justement, qui joue avec les codes et qui a laissé derrière lui une sorte de liste intrigante, notamment par rapport à son cercueil, par rapport à l'élaboration de ça. Et donc Clémentine Mélois va vivre ça, mais avec beaucoup de légèreté, en fait, comme si elle avait déjà fait le deuil en ayant parlé avec son père, justement. Peut-être là où la mort c'est dur à dire, mais peut-être plus facile, c'est quand on l'a préparé, peut-être quand on a échangé avec, quand à un moment donné on sait qu'on vieillit, et ben on transmet des choses, on transmet des demandes, des envies,
Et Clémentine Melloy le fait voilà, dans ce roman-récit, rendant hommage à cet homme burlesque. Et le livre l'est tout autant. Elle fait partie un peu du mouvement surréaliste. On en parle en ce moment parce qu'il y a la grande expo et puis c'est l'anniversaire des 100 ans du surréalisme. Voilà, on est un peu dans ce mouvement-là, comme les... mince, son nom m'échappe. Il a obtenu le prix Goncourt là, il y a 2 ans. Le Tellier, Hervé Le Tellier. Voilà, on est dans cette langue, dans cette mouvance-là. Et donc, si vous aimez être surpris aussi, je vous invite à découvrir Clémentine Melloy. Rapidement, peut-être Les Eaux Noires, parce que c'est un premier roman de Agnès Jésupré aux éditions Liana Lévy. C'est un roman très intéressant au sens où, pareil, on apprend un parcours migratoire peu connu, en tout cas peu exploité en littérature française, à savoir les Italo-Tunisiens qui ont migré après la décolonisation en France. En fait, vous allez suivre l'histoire de Clara, qui est née en Tunisie. Sa famille vient de Sicile. C'est ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents qui ont fui la Sicile pour s'installer en Tunisie, pareil, pour fuir la misère et la faim. Le père de Clara fait fortune, enfin en tout cas arrive à vivre de manière sereine et paisible en Tunisie, parmi les Nord-Africains, les Italo-Tunisiens, les colons français, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale arrive. Elle va être un temps occupée par les Allemands pendant quelques mois. Et là, il va y avoir un drame pour la famille de Clara, une action que le père a commise et que je ne vous dirai pas parce que ça participe aussi à la découverte émouvante de l'histoire, va être mal jugée par le voisinage. Et donc voilà, vous comprenez assez vite comment une rumeur peut entraîner une famille dans le désastre, injustement. Quand la guerre est terminée, la famille de Clara est ruinée et arrive la décolonisation. Et pareil, Clara et sa famille sont obligés de partir de la Tunisie au moment des guerres d'indépendance. Une partie de cette famille va retourner en Italie et une autre va aller s'installer en France. Parce que la Tunisie était sous protectorat français. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de cette double migration qui est assez intéressante et qu'elle décrit avec beaucoup de finesse et de tendresse. L'auteur est une biographe de profession et là, elle choisit de mettre en scène une biographe anonyme qui va faire la rencontre de Clara quand celle-ci est une vieille dame. Elle est au crépuscule de sa vie et voilà, va lui raconter toute son histoire. L'écriture de ce fait est très limpide. C'est vraiment l'écriture d'une femme qui nous raconte l'histoire d'une autre femme avec voilà, beaucoup de finesse et de clairvoyance. Et vous apprenez plein de choses aussi voilà, sur ces Italo-Tunisiens qui sont un peu nos pieds noirs français finalement. Donc voilà, c'est une belle découverte. Et à rapprocher avec le Zénitheur, on peut finir là-dessus. Bon, je pense que vous la connaissez assez bien. En ce moment, elle fait beaucoup de presse, donc pas besoin de vous en raconter beaucoup. Mais voilà, c'est un livre très réussi. Zénitheur nous emmène en Nouvelle-Calédonie. On apprend plein de choses, surtout avec ce qui se passe actuellement. C'est d'autant plus pertinent. Et voilà, vous apprenez surtout que la Nouvelle-Calédonie a été une île pénitentiaire et que beaucoup de bagnards sont arrivés sur cette île et n'ont pas pu y repartir et que du coup, ça a fait des trajectoires de vie issues de multitudes d'origines et qui voilà, font la Nouvelle-Calédonie, entre autres aujourd'hui, en parallèle des Kanaks, qu'elle nous raconte aussi à travers un groupe d'indépendantistes qui... où leur esprit de révolte est génial parce qu'ils font ça avec... ils appellent ça l'empathie violente, voilà, ou la violence empathique. En tout cas, ils mènent des actions non violentes pour se faire entendre et c'est une idée assez géniale, moi j'ai trouvé dans ce roman.
Voilà, beaucoup de romans, vous aurez remarqué, sur les flux migratoires, justement, sur les origines multiples qui peuvent faire une personne, comme aussi dans Le Bleu n'abîme pas, qui, pour terminer, j'ai oublié de le dire, nous fait bien comprendre que le métissage n'est pas ici que de 2 cultures, mais de plein d'autres cultures. Son grand-père, un de ses grands-pères est nigérien, l'autre est argentin, sa grand-mère est algérienne, mais derrière, on se rend compte qu'elle était pied noir, donc ça donne aussi d'autres chemins d'origine. Et voilà, ce qui fait que c'est une rentrée littéraire très riche et très humaine, et très ouverte aussi sur l'humain et ses différentes et ses origines. Voilà. Merci. Je vais juste vous parler très rapidement de Peau de sang aux éditions Tripode. J'avais jamais encore lu un livre des éditions Tripode et je dois dire que j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé l'écriture extrêmement poétique. C'est un livre, on est plusieurs à l'avoir lu, on est 2 libraires à avoir adoré. 2 autres à ne pas être rentrés dans l'histoire, à avoir un peu bloqué dès le démarrage. Donc ça arrive, on n'a pas toujours les mêmes goûts. Et là, vraiment un livre sur un personnage d'une femme qui est à la fois sage, sorcière, qui est la prostituée, en même temps celle qui apprend aux jeunes femmes à coudre. Elle est donc dans son magasin à Kangok, dans un endroit fictif mais qu'on situe au Canada, dans une forêt. Et cette femme, en fait, elle tient l'équilibre, mais malheureusement, souvent, quand on est un peu différente, ça se retourne contre nous. Donc je vous invite à le découvrir ou à essayer. Et je terminerai, parce que c'est vrai que vous allez dire, on n'a pas parlé de Gaël Faye et Kamel Daoud. C'est vrai qu'on s'est dit, ils ont moins besoin de nous puisqu'ils sont déjà portés, mais on les porte aussi. Le Kamel Daoud, je trouve que c'est un livre nécessaire aussi. Cette femme qui a perdu l'usage de la parole dans la guerre civile des années 90-2000, cette guerre dont on ne doit pas parler, c'est en exergue, la loi algérienne fait qu'on n'a pas le droit d'en parler. Kamel Daoud, maintenant qui vit en France, il libère la parole, il libère les silences. C'est beau, c'est magnifique parce qu'elle a plus la parole, mais elle raconte une parole intérieure puisqu'elle attend cet enfant qu'elle ne veut pas la faire naître parce qu'elle ne veut pas que sa fille naisse dans un pays. Voilà, c'est assez littéraire. C'est effectivement, peut-être certains vont dire qu'au bout d'un moment, un peu cette longue logorée peut, voilà, c'est un livre. Voilà, je ne l'ai pas lu de façon linéaire, il m'en reste encore 30 pages, je l'ai commencé il y a 15 jours. Mais un livre, je pense, dont on va parler, il est pressenti pour avoir le Goncourt. Zénitaire aussi, il est pressenti. Gaël Faye, il a déjà eu le concours des lycéens. C'est compliqué de transformer l'essai, mais 8 ans après, je trouve qu'il a réussi. J'avais peur de me lasser, j'avais peur de me dire je vais avoir la même histoire que Petit Pays, mais pas du tout. Ou alors peut-être Petit Pays était loin dans ma tête. Et il a confirmé son talent, ce gamin qui veut comprendre aussi ces silences de sa mère. Au Rwanda, il débarque là-bas, il découvre des personnages. Les personnages sont incroyables dans le roman. Il nous fait découvrir aussi des pans de l'histoire rwandaise. Il y a encore plein de choses dont on ne sait pas. C'est assez récent que tous ces livres qu'on ouvre au fur et à mesure et on découvre ces choses atroces. Mais dans Gaël Faye, il y a cette musicalité, comme disait Laure tout à l'heure. C'est une langue fluide, c'est une langue de la parole conteuse. Donc voilà, on a hâte qu'ils viennent. Je pense que ça va être pris d'assaut. Vous inquiétez pas, ça, en principe, ça n'aura pas lieu au café. Ça va être lieu dans une autre salle pour accueillir plus de monde parce que c'est une lecture musicale. Il y en a eu, voilà, j'ai eu le représentant ce matin. C'est apparemment génial ce qu'il fait. Donc je vous invite à vous inscrire. Et dernièrement, Marie Vintras, Les âmes féroces. Elle avait fait Blizzard, qu'on avait beaucoup soutenu, nous, à la librairie. On l'avait tous aimé. Les âmes féroces, elle revient dans le polar. Un roman polyphonique, 4 saisons. On est à Mercy, une petite ville des États-Unis où rien ne se passe. Léo est retrouvé assassiné. Alors, chose assez classique au départ. La shérif, elle est lesbienne. Shérif, elle n'est pas du tout bien vue par le maire. Donc au départ, je me suis dit, voilà l'intrigue un peu classique du roman polar. Et là où le talent de Marie Vintras est excellent, c'est dans la psychologie des personnages. Chaque saison représente un des personnages, nous donne le point de vue de l'histoire et on avance pour
pourquoi Léo a été assassiné, qu'est-ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure, voilà, vous avez une fin étonnante. Et pareil, elle transforme l'essai elle aussi, elle confirme. En tout cas, personnellement, moi, j'ai trouvé qu'elle réussissait. Donc voilà. Donc belle rentrée. J'espère qu'on vous a donné envie de lire des livres. Et oui. Oui, pardon, oui, j'ai fait un teasing. Alors, je pense que certains d'entre vous l'ont lu parce que j'en ai tellement parlé, mais en tout cas, ceux qui ne l'ont pas lu, j'ai tellement aimé. Zinem Mekouar, Souviens-toi des abeilles. C'est un voyage solaire au cœur de l'Atlas marocain à travers l'histoire de ce rucher qui existe, l'histoire de transmission d'un grand-père et son petit-fils qui va lui apprendre l'histoire de l'apiculture dans ce rucher qui est considéré comme l'un des plus vieux et des plus beaux ruchers du Maroc, voire du monde, qui fait un miel incroyable. L'histoire d'une mère léthargique qui n'est plus là, on ne sait pas où elle est. Elle est là physiquement, mais on sent qu'il y a eu quelque chose. Et voilà, la relation Zinem Mekouar, c'est une autrice que je vous invite à lire avec La poule et le cumin aussi, qui sont précédents en poche. Elle est géniale. Voilà. Donc voilà, c'était le livre que j'avais adoré. Merci de votre attention. Si vous avez envie de continuer avec nous, il y a un petit apéro. Ce sera avec plaisir qu'on vous invite à des petites milliardises et continuer la discussion. Merci de votre attention.